Matin, Patrick Cohen. Voici le journal présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. À la une, la fin de l'omerta à Hollywood. Un puissant producteur de cinéma accusé de viol et d'agression sexuelle. Les actrices brisent la loi du silence. Les autres titres. La Catalogne et une Europe plutôt soulagée ce matin. Puigdemont a joué la prudence. Le président annonce dans le même temps l'indépendance et la suspension du processus. Des Bleus heureux mais lucides. Ils sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde malgré un parcours compliqué. Et puis Paris, capitale des expos prestigieuses. Gauguin au Grand Palais, le MoMA à la Fondation Louis Vuitton. Nous vous raconterons comment de tels événements sont financés. Ce sera l'enquête du 8h. Et juste après journal, on aura le point de vue de Madrid avec, on l'espère, le chef de la diplomatie espagnole en ligne. C'est une affaire qui prend des proportions considérables ces dernières heures aux États-Unis. La chute de l'un des hommes les plus puissants de l'industrie du cinéma, le producteur Harvey Weinstein, accusé de viol, agression sexuelle et intimidation. Les actrices sont nombreuses désormais à dénoncer les agissements d'un personnage que l'on croyait intouchable. Il y a Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, également Asia Argento ou même la française Emma Decaune. Elles prennent la parole dans le New York Times et le New Yorker, le magazine qui publie notamment cet échange entre Weinstein et l'une de ses victimes. Je vais prendre une douche, tu t'assois là et tu bois un verre. Non. S'il te plaît. Non, je ne veux pas. Hier, c'était trop agressif pour moi. S'il te plaît, ne me fais pas faire ce que je ne veux pas. Allez, viens là. Pourquoi hier tu as touché mes seins? J'ai l'habitude de faire ça. Un document qui fait évidemment sensation aux États-Unis. Nous sommes maintenant en ligne avec notre correspondant Xavier Yvon. Bonjour. Bonjour. Cela durait depuis des années et visiblement Harvey Weinstein avait imposé l'omerta. Oui, visiblement, tout Hollywood, ou presque, savait à tel point qu'on en faisait des blagues. Par exemple, il y a 4 ans, lors de l'annonce dénommée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Congratulations, you 5 ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. Félicitations à vous 5, mesdames. Vous n'avez plus besoin de faire semblant d'être attirés par Harvey Weinstein. Avec le recul, c'est glaçant. Harvey Weinstein était un puissant faiseur de carrière qui pouvait vous faire décrocher un Oscar ou bien vous jeter aux oubliettes d'Hollywood. Alors Hollywood a regardé ailleurs et les femmes victimes se sont tues par honte ou par crainte, disent-elles. Harvey Weinstein avait une armée d'avocats dédiés à étouffer ses affaires et aussi quelques amis célèbres pour l'aider. Une journaliste dit avoir été appelée personnellement par les acteurs Russell Crowe et Matt Damon. Ils lui ont mis la pression parce qu'elle enquêtait, c'était il y a 13 ans. Et dans cette affaire, Xavier, ce n'est pas seulement le monde du cinéma qui est concerné, la politique également, puisque Harvey Weinstein avait participé au financement des campagnes des démocrates. Ah oui, les médias, surtout conservateurs, ne se privent pas de ressortir les photos du producteur tout sourire avec Hillary Clinton ou bien Barack Obama. Harvey Weinstein a donné beaucoup d'argent pour leur campagne. Il a aussi organisé des soirées de levée de fonds avec le tout Hollywood. Après plusieurs jours de silence, l'ex-candidate et l'ancien président ont enfin réagi. Ils se disent tous les deux écœurés. La propre fille de Barack Obama, 19 ans, a fait un stage cette année chez Harvey Weinstein. Dernière question, Xavier, il en est où ce matin, Harvey Weinstein ? Eh bien, il a été viré de sa propre maison de production par les actionnaires. Il a perdu sa femme qui le quitte. Et selon le site hollywoodien TMZ, toujours très bien renseigné, il s'est envolé cette nuit pour l'Europe dans un jet privé. Direction un centre pour soigner les addictions sexuelles. Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Également dans l'actualité ce matin, la réponse attendue de Madrid après le discours prudent, voire alambiqué, de Carles Puigdemont hier soir. Le président séparatiste décide finalement de temporiser. Il déclare l'indépendance, oui, mais il la suspend immédiatement en espérant de nouvelles discussions. C'est le risque évidemment de ne satisfaire personne, ni le gouvernement espagnol qui affirme que Puigdemont ne sait pas où il va, ni les indépendantistes. Sébastien Krebs était avec eux hier soir à Barcelone. La fête a tourné court, des sifflets, des huées dans la foule. Les drapeaux sont vite emballés, les plus fervents partent tête baissée. On peut dire qu'il a trahi les volontés populaires. Pedro et son amie Cristina attendaient bien mieux qu'un nouveau délai pour une négociation qu'ils savent sans issue. Il n'y a aucun scénario de négociation possible. C'est une façon de revenir en arrière. Il y a beaucoup de pression, mais le peuple n'a pas peur. C'est le gouvernement qui a eu peur. Puigdemont a cédé, il a été faible. C'est l'indépendance, mais pas vraiment. On ne sait plus très bien, ironise Xavi. Anna craint que Rajoy ait déjà gagné. Il aurait dû être ferme car l'État espagnol, lui, reste ferme. Là, ça ne règle rien. José et sa femme tentent, eux, de rester optimistes. Ils repartent rassurés. Aller trop vite, c'était aller au clash. Nous, on savait que l'indépendance ne serait pas le lendemain. Nous ne sommes pas agressifs et on réfléchit. Ça vous suffit? Pour l'instant.
Leur seul espoir serait que d'autres pays européens aident à une médiation, ce qui pour l'instant n'est jamais venu. Barcelone, Sébastien Krebs, Europe 1. Et nous sommes en ligne maintenant avec notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Isabelle, disons-le, c'est un ouf de soulagement ce matin. On se rend compte que Bruxelles a pesé finalement dans le discours du président Puigdemont. Oui, et pesé d'abord par ses silences. Les Européens ont fait tout leur possible pour se tenir loin de cette crise. Ils ont répété sur tous les tons que c'était une affaire interne à l'Espagne. Même les violences de dimanche dernier ne les ont pas fait basculer et ça a été une douche froide pour les indépendantistes qui espéraient être entendus au nom du droit des peuples à l'autodétermination. En fait, une seule fois, un dirigeant s'est adressé directement au président catalan, ignoré donc jusque-là. C'était hier, 2 heures avant le discours. Le président du Conseil européen, qui parle donc au nom des États, l'a interpellé publiquement. Ne prenez pas de décision qui pourrait rendre le dialogue impossible, lui a lancé Donald Tusk, en rappelant que lui aussi, il faisait partie d'une minorité dans son pays. Un appel qui, visiblement, a eu un impact hier. Isabelle, quand on vous écoute, on comprend aussi que lorsqu'on parle d'indépendance, les Européens ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore, finalement. Oui, cette affaire catalane, ils l'ont vraiment surveillée comme le lait sur le feu. Potentiellement, c'est plus destructeur que le Brexit, expliquait un diplomate haut placé, car la Catalogne pourrait devenir un cas d'école pour la Flandre, pour l'Italie du Nord et même pourquoi pas pour la Corse ou le Pays basque français. Il y avait un risque de détricotage général de l'Union européenne et du coup, pas question pour Bruxelles de jouer les médiateurs. Hier, quand les rumeurs ont couru, les autorités européennes ont très vite démenti. Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Europe 1, il est 8h06. Une douloureuse affaire d'escroquerie et d'abus de confiance devant le tribunal correctionnel de Nice. Oui, douloureuse parce qu'elle concerne les victimes de l'attentat de Nice. L'ancien porte-parole de l'association Promenade des Anges, qui regroupe de nombreuses familles. Cet ancien porte-parole comparaît à partir d'aujourd'hui. Vincent Delomel-Desmarais est soupçonné d'avoir détourné des fonds destinés à l'association et d'avoir multiplié les notes de frais. On écoute la présidente de Promenade des Anges, Émilie Petitjean. Il a la trouille, oui. Je pense qu'il doit bien avoir conscience qu'on est plusieurs dans la salle et qu'on est plusieurs à être en colère. Pour moi, le dossier, il est complet, il est fait et il est coupable, point. On avait l'impression que c'était quelqu'un qui portait toute la misère du monde sur les épaules et j'y croyais dur comme fer à ce qu'il me racontait. Et jusqu'au jour où la trésorière m'a présenté les preuves incontestables comme quoi il manquait des sous. On a fait ce qu'il fallait et dans les 3 semaines qui ont suivi, il était mis dehors. On se retrouve devant un tribunal alors que c'est pas lui qu'on aimerait pouvoir juger. C'est le salopard qui nous a pris nos enfants, nos proches et qui a fait des milliers de blessés psychologiques. La présidente de l'association Promenade des Anges au micro européen de Frédéric Michel. Des dysfonctionnements graves et des mesures radicales. Un nouveau préfet va être nommé dans le Rhône après la remise en liberté du tueur de la gare Saint-Charles de Marseille. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb l'a annoncé hier soir, conséquence directe d'un rapport sévère de l'inspection générale de l'administration. Pas de faute individuelle, dit l'enquête, mais des défaillances et des erreurs de jugement. Et là, la France est directement qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. Oui, ça, c'est fait. Victoire 2-1 hier soir face à la Biélorussie au Stade de France. But de Griezmann et Giroud. Une rencontre finalement à l'image du parcours des Bleus, avec tantôt de belles actions et tantôt de gros passages à vide. Ce matin, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a encore du pain sur la planche. Au moins, on peut le faire désormais avec le sourire, comme le résume le jeune Corentin Tolisso. Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. C'est un rêve de gosse de jouer une Coupe du Monde. On a eu très peu d'occasions, on n'a pas su maîtriser. Et c'est, je pense, dans ce domaine-là qu'il faudra énormément progresser pour aller loin en Coupe du Monde. Après, voilà, il ne faut pas faire la fine bouche. Ce soir, on est très content d'être qualifié pour la Coupe du Monde et je pense que tous les Français le sont. On fera tout pour aller au bout, bien se préparer et être prêt le jour J. Corentin Tolisso au micro de Cyril de la Morinerie. Et puis l'une des images de la nuit, c'est l'Argentine sauvée par Léo Messi. Il a tout simplement marqué les 3 buts d'une sélection qui se qualifie in extremis. Victoire 3-1 contre le Paraguay. Cristiano Ronaldo sera là lui aussi en Russie. Le Portugal a battu la Suisse 2-0. Et puis la surprise de la nuit, c'est l'élimination des États-Unis, battus 2-1 par Trinité et Tobago. On passe à l'actualité économique. Emmanuel Macron en visite cet après-midi au marché de Rungis. C'est une révolution qui se prépare dans le monde de l'alimentation. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Une révolution qui concerne les agriculteurs, les distributeurs et les consommateurs. Emmanuel Macron veut en finir avec la guerre des prix. Il veut une sorte de New Deal fondée sur une idée de bon sens, que les prix alimentaires soient fixés à partir des coûts réels de production, pour arrêter ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des éleveurs obligés de vendre leur lait ou leur porc au-dessous du prix de revient ou à des prix tellement bas qu'ils ne leur permettent pas de vivre. Sauf que pour sortir de cette situation, il faut un vrai Big Bang. Les prix ne peuvent plus être déterminés en bout de chaîne au niveau des distributeurs, Carrefour, Leclerc, etc., qui font la guerre. Il faut que les prix se forment en amont à partir
partir du coût de revient des producteurs. Alors sur le papier, Nicolas, ça semble très clair. N'empêche que cette révolution, personne jusqu'à maintenant n'a réussi à la faire finalement. Voilà, du coup, le chef de l'État veut proposer un marché aux agriculteurs et aux distributeurs pour arrêter cette spirale de baisse de prix. L'État est prêt à relever le seuil de vente à perte des distributeurs. C'est radical, ça veut dire des prix un peu plus élevés. Au passage, c'est nous qui paierons en tant que consommateurs, mais en échange de ce coup de pouce, les filières agricoles devront se réorganiser, se restructurer, opter dans certains cas pour une agriculture plus industrielle, dans d'autres pour une agriculture de niche, de haute qualité. Vous l'avez dit, c'est une révolution pour le monde agricole. Et on en parlera aussi ce soir avec Christophe Ondelat sur Europe 1 à partir de 17h. C'était l'éclairage de Nicolas Barré du journal Les Échos. Europe 1, 8h12. Fini les nouvelles lignes de TGV partout. Emmanuel Macron souhaite que la SNCF entretienne mieux le réseau qui existe déjà. C'est un chantier à 3 milliards d'euros par an. Et nous avons pu justement embarquer à bord d'une rame de TGV très particulière, vous allez le voir. Il n'y a pas de voyageurs, mais elle est bardée de capteurs. Elle roule tous les jours pour surveiller l'état des rails, de la signalisation ou encore des fils électriques, les caténaires juste au-dessus. Une auscultation des voies à 320 km/h suivie par Europe 1, par François Geffrier pour Europe 1, entre Paris et Marseille. Reportage. Elle a tout l'air d'une rame de voyageurs. Elle en a transporté pendant 10 ans, mais aujourd'hui, elle n'embarque que des ingénieurs avec des ordinateurs et des armoires remplies de câbles. Il y a même des capteurs au niveau des roues. Éric Meust, l'un des responsables. Sous le plancher de ce wagon, il y a une caméra laser. On va mesurer tout ce qui est déformation du rail. C'est les bosses et les creux que l'on peut avoir sur chaque fil de rail. La différence d'altitude entre les deux fils de rail, qui est un élément très important au niveau de la sécurité des circulations. On est plus dans le travail de prévention. On avance dans le couloir du TGV, on aperçoit des chambres pour les techniciens, puis au plafond, une sorte de lucarne permet d'observer ce qui se passe au-dessus du train. Explication de la chef de projet Estelle Bongini. Ici, on est dans la vigie caténaire, comme un périscope qui nous permet de surveiller le câble électrique qui court tout le long de nos voies ferrées. Et puis vous avez aussi des détecteurs de choc qui permettent de voir quand vous avez un arc électrique. Le but de tous ces tests, c'est de soigner le réseau ferré par petites touches et d'éviter ainsi les grosses pannes coûteuses. Et effectivement, depuis que cette rame de surveillance des voies est en service, le budget de réparation des rails a diminué de 20%. Reportage signé François Geffrier. Il y aura à coup sûr de très longues files d'attente aujourd'hui à Paris devant 2 musées. Le Grand Palais qui expose Gauguin et la Fondation Louis Vuitton qui rend hommage au MoMA, le célèbre musée de New York. 2 événements prestigieux qui débutent ce matin. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. On se demande toujours comment de telles expos sont financées, comment on rassemble en un même endroit des œuvres si rares. On va commencer par l'expo Le MoMA à Paris. C'est donc à la Fondation Louis Vuitton, 200 œuvres prêtées par le grand musée américain. Racontez-nous les coulisses, comment ça s'est passé? Eh bien là, on entre dans le tout petit cercle des grands collectionneurs d'art. Il se trouve que Bernard Arnault, le PDG de LVMH, voit très souvent le directeur du MoMA à New York. Ce sont des liens très anciens, me dit son conseiller Jean-Paul Clavry. Et Bernard Arnault, grand amateur d'art, est un contributeur du musée new-yorkais. Donc, quand la direction du MoMA envisage de fermer pour travaux, c'est naturellement que la Fondation Louis Vuitton lui propose d'exposer ses œuvres. En échange, elle finance entièrement le transport et les assurances. 16 avions et bateaux affrétés pour un montant non communiqué. Un projet comme celui-là, avec un musée aussi mythique, l'ambition était très haute. Donc nous avons mis les moyens qu'il fallait. Comme le dit Bernard Arnault, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, donc amitié, affinité et quelques millions d'euros. 16 avions et bateaux quand même pour tout transporter. Oui. Alors tout le monde n'a pas la puissance financière de LVMH. Virginie, comment y font les autres musées? Alors je suis allée poser la question au Louvre, qui dispose quand même d'un certain budget, 1 à 2 millions d'euros par expo. Mais leur vraie force, c'est autre chose, nous explique Vincent Pomarède, qui dirige la programmation culturelle du musée. On a une collection énorme et quand on veut organiser une exposition, il faut pouvoir dire à un prêteur éventuel « Ok, bon, cette fois-ci, je t'emprunte une œuvre, mais la prochaine fois, si tu as besoin, je te prêterai des œuvres. » Quelqu'un qui peut prêter beaucoup peut emprunter beaucoup. Donc si je traduis, Virginie, leur force de frappe à ces musées, c'est moins les millions que leur chef-d'œuvre. Et même, oui, et même quand on est le Louvre, il faut parfois se regrouper pour monter une expo hors norme. Je vous donne un exemple. Le Grand Palais et son expo Gauguin qui démarre aujourd'hui. C'est une coproduction avec un musée de Chicago et le musée d'Orsay. Les
d'affiches spectaculaires, c'est une quasi-garantie de succès puisqu'on attire bien au-delà des amateurs d'art, analyse une experte du marché de l'art, Judith Benamou-Huette. C'est comme aller dans un centre commercial finalement. On jette un coup d'œil, on a une idée de la culture du pays. Comme on ira à Notre-Dame de Paris, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on a envie de voir ce miracle culturel. Alors on verra si l'expo MoMA qui ouvre aujourd'hui sera un carton. En tout cas, la fondation Louis Vuitton détient déjà le record. Choukin, l'an dernier, c'était 1 200 000 visiteurs en 4 mois. Et aller au musée, c'était l'enquête du 8h signée Virginie Salmen. Excellent conseil. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.